du coup. Alors merci beaucoup, madame Spiloud d'avoir accepté, cette invitation. Vous êtes un peu dans le tourbillon médiatique avec la publication, de votre rapport avec, Paul Vannier. Pour rappel, pour les gens qui nous regardent, vous êtes député, du Nord pour EPR et vous êtes co-rapporteur de cette commission d'enquête, résumée comme étant la commission d'enquête Betara, mais dont le nom officiel est la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Vous avez publié le rapport que vous nous présentez, le premier volume, puisqu'il y a un deuxième volume à peu près de taille équivalente avec, pour résumer, le compte-rendu des auditions. D'ailleurs, il y a des séquences assez intéressantes, notamment sur l'audition de François Bayrou, où on entend ce qu'on ne pouvait pas nous entendre, spectateurs, mais certaines interjections de députés. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes retrouvé co-rapporteur de cette commission d'enquête? Eh bien, merci de m'accueillir. Pour être, sincère, en fait, ça a commencé, par un échange avec, une personne qui s'appelle Pierre, un monsieur d'une soixantaine d'années qui est venu, à ma permanence au mois d'octobre, 2024, donc bien avant, le lancement de la commission d'enquête. Ma permanence à Bondu dans le nord, près de Lille et qui, m'a proposé une proposition de loi sur les agents, publics pour accéder à la cantine. Enfin voilà, un sujet qu'il avait travaillé. Il m'a impressionnée par son travail, parce que c'était un agent de police municipale et de stationnement de la mairie et il était très volontaire, engagé, syndicaliste. Il m'a expliqué un peu sa vie et puis il en est venu à Riaumont. Et il m'a parlé de son enfance à Riaumont, de sa fugue à 14 ans de Riaumont qui lui avait permis de s'en sortir. Et je ne connaissais pas en fait ce sujet. Et donc après notre rencontre, je me suis documentée, je suis restée en lien avec lui parce qu'il m'avait beaucoup émue. Et en fait, on est resté en contact à la rentrée de janvier 2025, quand j'ai fait mes vœux de député. Je remets une médaille de l'Assemblée nationale à une personne dans chaque commune et je l'ai choisi lui parce que j'ai été impressionnée de son parcours citoyen au regard de toutes les horreurs qu'il avait vécues et dont j'avais pris connaissance. Et puis ensuite, il m'a remis le livre d'Ixelles de la Porte, la journaliste qui a pendant 6 ans a travaillé sur ce dossier. Voilà, donc j'avais déjà lu ce livre au moment où Paul Vannier a réagi sur l'affaire Bétara, mais a proposé la création d'une commission d'enquête. Et quand il y a eu le débat en commission, le 19 février, en commission des affaires culturelles, pour la création de cette commission d'enquête, j'étais déjà sensibilisée à ce sujet et je me suis dit, il faut absolument agir. Alors, je mets pour le chat qui nous regarde le lien vers ce rapport qui est très touffu, hein. Je crois que c'est plus de 700 pages, hein, si ma mémoire est bonne, le rapport. Donc voilà, un petit livre de chevet, j'ai envie de dire, même si je pense qu'on dort pas très. D'ailleurs, est-ce que vous dormez bien avec toutes les révélations que vous avez découvertes? On vous a senti, on a vu plusieurs documentaires, quand même très touché, notamment après votre visite à Riaumont, vous vous sentez assez touché. Est-ce que c'est facile de vivre avec tout ce que vous avez découvert? En live, à chaque fois qu'on a un témoignage, qu'il soit physiquement, quand des victimes venaient nous interpeller, quand nous étions avec Paul Vannier à Pau, par exemple, dans la rue, en fait, quand, grâce à la presse, les gens savaient qu'on était là. Donc, quand des victimes viennent vous parler de ce qu'ils ont vécu, quand j'ai eu le témoignage de Pierre et tous les autres témoignages, et quand on reçoit tous les mails chaque jour, partout en France, sur des violences faites à l'école, il y a des récits qui sont vraiment insupportables. J'aurais jamais imaginé, je crois qu'on a découvert un continent de choses que j'aurais jamais imaginé, notamment des actes de torture et de barbarie sur des enfants dans des établissements scolaires. Donc il y a eu des nuits difficiles, des moments où ça vous tourne dans la tête. Et puis ça a été difficile aussi pour mon équipe parce que j'ai comme Paul, on a des jeunes assistants parlementaires qui sont là pour écrire les propositions de loi, répondre aux administrés, mais on n'est jamais formé à recevoir des témoignages sur toute une vie et la souffrance de toute une vie. Et il y a eu des moments de craquage, très clairement. Voilà, on n'est pas préparé à ça. Et est-ce que c'était une question du chat qui vous demande, vu justement l'impact mental que vous évoquez, est-ce qu'il y a des soutiens psy à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez un psychologue à l'Assemblée nationale? C'est vrai que la question avait été aussi posée par rapport à la disparition de votre collègue Olivier Marleix. Mais est-ce que vous avez un soutien psychologique à l'Assemblée nationale quand même ou pas? Alors non, vous êtes la première personne à me poser la question, merci, parce qu'au moment où il y a eu des moments difficiles, y compris avec mon équipe parlementaire, douloureux pour elles, c'est des filles à l'Assemblée, je me suis préoccupée de ce sujet, parce que moi j'ai été formée en RH, je travaillais à la SNCF avant, donc c'est très accompagné, il y a vraiment des équipes sur la santé mentale, et donc j'ai sollicité d'abord à l'Assemblée nationale quelques renseignements, j'ai pas trouvé
trouver. Donc, j'ai sollicité la questeure. La questeure, c'est la députée qui est en charge, avec 2 autres questeurs, de la gestion des ressources humaines et des moyens de l'Assemblée nationale. Brigitte Klinkert. Voilà, Brigitte Klinkert, je lui ai demandé ce qu'il existait. Et ça a mis un petit peu longtemps à me répondre parce qu'en fait, il n'existait rien. Et la réponse qui m'a été donnée au bout d'un moment, et quelque part, nous, on avait passé un peu le cap difficile, donc on n'en a pas eu besoin, c'était qu'on pouvait s'adresser au médecin traitant, qui est le médecin généraliste en permanence à l'Assemblée, et qu'elle pourrait nous orienter sur un psychologue en ville. Donc, en effet, c'est pas quelque chose qui existe à l'Assemblée, et j'imagine qu'il y a d'autres commissions d'enquête ou d'autres cas où il doit pouvoir y avoir un besoin, que ce soit pour les équipes. Moi, c'était pour mon équipe, mais même pour moi, peut-être que ça aurait été bien aussi. Je crois que ça ne doit pas être un tabou. Quel que soit le travail qu'on fait, on doit le faire en bonne santé. Et donc, voilà, c'est un point d'amélioration sur lequel j'ai attiré l'attention de l'Assemblée. Et justement, pour revenir sur un peu le fonctionnement de cette commission d'enquête, effectivement, vous avez parlé de Riomont. C'est vrai que quasiment tout le monde, et même moi y compris, on a vraiment axé sur Betaram, sur les auditions liées à Betaram. Est-ce que vous, ça vous a pas, en tant que co-rapporteur, comment vous l'avez vécu un peu cette invisibilisation des autres lieux où il y a eu des violences sexuelles, des violences physiques envers des élèves? Alors, j'utiliserai un mot un peu moins fort parce que, d'abord, effectivement, c'est moi qui ai, en commission des affaires culturelles, élargi du premier sujet de Paul Vanier quand il a voulu créer la commission d'enquête. C'était que sur Betaram et l'enseignement privé. On a élargi sur le hors contrat, les autres régions de France, les établissements publics. Donc, effectivement, on a pu voir tout le spectre. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de signalements. Et je dirais que oui, il y a un état de fait, c'est que c'est par Betaram, et d'ailleurs d'abord par le travail des journalistes d'investigation qui ont sorti des articles un an avant la commission d'enquête. Oui, c'est vrai que l'affaire Betaram est sortie en novembre 2023, notamment grâce, je le présente parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, Le silence de Betaram d'Alain Esquer, qui a créé ce groupe qui a été un peu le point de départ de l'affaire Betaram. Donc je le recommande évidemment la lecture, Le silence de Betaram. Voilà. Et donc, ce livre qui est sorti récemment vient d'une initiative d'Alain Esquer, qui a créé un groupe Facebook. Les journalistes locaux s'y sont intéressés, un peu de nationaux. Puis ensuite, avec Mediapart, Le Monde, il y a eu un travail d'investigation des journalistes qui, effectivement, s'est concentré sur Betaram. Et d'ailleurs, Paul Vanier, quand il a proposé la commission d'enquête, c'était le cas. Après, dès que moi, j'ai évoqué le cas de Riomont, en plus, il y avait eu beaucoup plus de documentation sur Riomont grâce au travail aussi d'une journaliste, Ixelle Delaporte. Il y a un documentaire qui est sorti, il me semble aussi. Voilà, un documentaire sur France 5 ou Arte, je ne sais plus. Du coup, effectivement, moi, je trouve qu'au contraire, c'est grâce à l'affaire Betaram que le feu des projecteurs a pu s'élargir sur d'autres lieux où il y avait eu ce type d'horreur. Et aussi, du coup, ça a facilité le travail, la libération de la parole de victimes, parfois qui avaient déjà parlé, qui n'étaient pas plus entendues que dans la presse locale, on va dire, ou rien du tout. Et puis, ça a permis aussi, pour des journalistes locaux, par exemple Radio France, qui avait beaucoup travaillé sur le lycée Bayen à Châlons en Champagne, d'un coup, d'avoir accès à beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de documents pour poursuivre une enquête qu'elle essayait difficilement de faire en local. Donc, moi, je crois que ce n'est pas une invisibilisation. Oui, il y a eu un focus, notamment au moment de l'audition de François Bayrou, mais il faut se dire que tout ça, ça a été quand même utile. Au-delà même du rapport, je crois que les 4 mois que nous venons de vivre ont fait bouger énormément de choses chez les victimes, chez les parents, dans l'enseignement public et privé, et tout le monde nous le dit. Donc ça secoue le cocotier et c'est plutôt pour la bonne cause. Donc moi, je le renverse un peu positivement. Avant qu'on revienne encore une fois sur le reste, est-ce qu'on peut parler chiffres concrètement en France? Combien il y a déjà? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre école sous contrat et école pas sous contrat du coup, concrètement déjà? Alors, je ne connais pas tous les chiffres par cœur, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a les écoles, collèges, lycées publics, 100% publics. Dans un lycée public, tout est financé par l'État et les collectivités territoriales, mais c'est quand même l'argent public. Donc, que ce soit les heures de cours, les salaires des professeurs ou les temps périscolaires, la cantine, les garderies, les temps d'études. Ça, c'est le public. Il y a un deuxième dispositif qui s'appelle les écoles et lycées, l'enseignement privé sous contrat. C'est un contrat qui est passé entre le réseau cultuel d'enseignement, donc la plupart sont catholiques, mais il y a aussi le réseau musulman. Je crois que vous aviez cité hier lors de la commission aux droits des enfants, je crois que c'est 94 ou 96% des établissements qui sont catholiques. Voilà, il y en a 7500 qui sont en France, qui sont privés sous contrat. Plus de 95% sont catholiques, mais il y a aussi juifs, musulmans, laïcs, langues particulières. Donc, il y a quelques établissements sous contrat. Le sous contrat, c'est qu'en gros, il y a un contrat financier avec l'État.
et un contrat qui dit que l'État verse de l'argent en fonction du nombre d'élèves et du service rendu, et que ce montant, il est négocié pour plusieurs années. Et cet argent public, il sert à payer les professeurs et à respecter le cadre pédagogique des heures de cours, qui doivent être le même que vous soyez dans un établissement catholique, par exemple, ou public. Ce qui différencie, c'est que le temps périscolaire, donc la cantine, les heures d'éducation culturelle, l'éducation aux médias, le CDI, les heures périscolaires sont autofinancées dans le privé, dans le privé sous contrat, par les parents, par la contribution des réseaux d'enseignement. Donc il y a quand même, et on est au cœur de la commission d'enquête, à partir du moment où on verse des millions d'euros d'argent public pour du temps scolaire où l'enfant doit apprendre et s'épanouir, on peut imaginer que normalement, il y a un contrôle. Donc c'est là, on y reviendra, que ça a dysfonctionné. Et puis les établissements hors contrat, c'est des établissements qui se forment. Voilà, par exemple, il y a un réseau très nouveau qui s'appelle Excellence Ruralité, qui a décidé dans des zones très désertes de créer des petites écoles avec une vingtaine d'élèves primaires, avec une méthode pédagogique comme ils le souhaitent, etc. Donc là, ils n'ont qu'un agrément à demander. Ils le demandent quand même à l'éducation nationale, n'importe qui ne peut pas ouvrir, mais cet agrément ne va pas avec de l'argent public pour donner les enseignements du programme. Mais il y a quand même des contrôles sur ces établissements. Et il y a beaucoup de contrôles, parce que comme c'est un peu particulier, avec parfois des idéologies particulières, sur leur contrat, pour obtenir son agrément, pour avoir le droit d'enseigner, il y a un nombre d'inspections incroyable, parce que c'est des micro-projets d'éducation, alors que, historiquement, les écoles privées sous contrat ne sont pas du tout contrôlées depuis des années. Pour vous donner un chiffre, entre 2017 et 2023, sur les 7500 établissements, dont quasiment tous sont catholiques, il y a eu 12 contrôles. 12 contrôles. Et vous aviez donné cette chiffre, c'est un contrôle tous les, je crois, 1300 ans, c'est ça? Oui, c'est ça à peu près. Et comment vous expliquez, parce que c'est vrai, ça avait été, je crois, Paul Vanier qui en avait parlé hier encore dans cette audition, c'est le lycée Averroès, c'est quasiment un contrôle tous les 6 mois, et que les établissements catholiques soient quasiment... Est-ce que dans vos auditions, vous avez une réponse à ça sur pourquoi on ne contrôle pas ces établissements? On n'a pas une réponse... comment dire, d'intention et de volonté de tel ou tel gouvernement. D'abord parce que sur toutes les années récentes, ils se sont succédés, les gouvernements, avec différents formats, et des fois les dossiers ne se suivent même pas entre les ministres. Mais en revanche, on a un certain nombre d'explications historiques ou actuelles. Je dirais que le non-contrôle sur les établissements catholiques sous contrat et privés sous contrat en général est lié à l'histoire de la loi Debré de 1959, qui sépare en fait vraiment l'enseignement privé de l'enseignement public, et qui dit l'État n'a pas à aller voir toute la partie caractère propre, c'est-à-dire où le culte rentre dans la partie périscolaire, et n'a pas à aller regarder dedans. Sauf que quand on a un internat dans lequel on sait maintenant qu'il y a eu des violences sexuelles dans énormément d'endroits, ou des violences physiques ou psychologiques, bien aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est effectivement que la partie qui est périscolaire, mais qui n'est pas liée au caractère culturel, doit être inspectée aussi. Il y a plusieurs réactions dans le chat par rapport à ce que vous dites sur pourquoi principalement les lycées musulmans. Il y a quelqu'un qui dit ça commence par isla et ça finit par phobie, et il y a quelqu'un qui parle aussi de séparatisme pour les établissements catholiques, justement sur ce avec le fameux SGEC, mêlez-vous de vos affaires et nous on se mêle des nôtres. Est-ce qu'il y a un peu de ça qui contribue à l'omerta ambiante en fait? Il y a un peu de ça, et je ne crois pas que c'est indûment politisé que de le dire. Dans le rapport que je vous invite à lire sur cette partie-là, c'est extrêmement documenté. Ça explique l'histoire du fonctionnement entre ce secrétariat général à l'enseignement catholique, qui n'a pas une existence, on va dire, officielle, comme un syndicat officiel qui serait reconnu par l'État, qui est une sorte de coordination des établissements sous la direction de la Conférence des évêques de France, et qui pourtant est l'organe qui négocie avec l'État pour la politique éducative. Et on voit qu'il a été pendant des années extrêmement fermé, je ne dis même pas résistant, fermé à tout contrôle de l'État, ce qui est anormal finalement quand on regarde dans tous les autres domaines que l'éducation. Quand il y a de l'argent public, il y a du contrôle. Enfin, c'est assez classique. Donc il y a vraiment un sujet historique qui est en train de bouger énormément, y compris pendant la commission d'enquête, puisque le SGEC a accepté le principe du contrôle dans les établissements privés en demandant que les inspecteurs soient formés, a aussi parlé de
de la mise en place de l'EVARS à l'école. Donc ça, c'est pour la L'EVARS, on rappelle, partie… c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui apprend en fait dès le plus jeune âge, notamment pour les petits, ce que c'est le consentement, de dire que bah non, un monsieur a pas à te toucher à ces endroits-là, etc., etc. Et que justement, pour apprendre à des gamins, parce que d'ailleurs, encore une fois, le livre Le silence de Bétara, mais je pense aussi un certain nombre des auditions que vous avez fait le démontrent, c'est qu'on a des enfants qui normalisent ces choses-là parce qu'on leur a pas dit qu'il fallait pas toucher ces endroits-là, et du coup, bah, certains même, et c'est cité dans le livre, qui étaient des victimes sont devenus des bourreaux après coup parce qu'ils répercutaient un système dans lequel ils ont grandi où c'était plutôt normalisé en fait. Oui, et puis c'est des fois ne pas savoir qu'on est victime. Ne pas savoir qu'on est victime quand on a toute son éducation où on vit ce genre de choses. Et puis pour revenir sur le sujet du lycée Averroès ou du réseau musulman, oui, de la même façon, on peut en penser ce qu'on en veut, mais il y a les faits. Le nombre, vous l'avez cité, le nombre d'inspections sur un seul lycée pendant quelques temps musulmans et la répétition d'inspections en plus qui ne sont pas que de l'éducation nationale, mais aussi de la Direction générale des finances publiques, de la Cour des comptes, des services d'hygiène et de sécurité, montrent qu'il y a eu, alors ce que certains qualifieront d'acharnement, mais si on ne donne même pas de qualificatif, il y a une différence de traitement qui est énorme. Elle est justifiée, et là il y a beaucoup de procès-verbaux d'audition complets dans le tome 2 qui est disponible sur nos travaux. Le compte-rendu détaillé est expliqué par le fait que le ministère de l'Intérieur a considéré qu'il y avait un risque d'entrisme des frères musulmans dans les établissements qui ont été ciblés par ces contrôles, et qu'au titre de ce risque d'atteinte à la liberté de conscience et à l'esprit critique, et donc à l'épanouissement de l'enfant, c'était une forme de violence, et que donc il fallait plus contrôler. Et certains pourraient vous dire, est-ce que à l'inverse, alors les frères musulmans, effectivement, c'est une réalité, ça personne ne peut le nier, mais pour le catholicisme, il n'y a pas vraiment d'entité. Enfin, il y a quelqu'un qui demande dans le chat, par exemple, est-ce que le SGEC peut être considéré comme un lobby, tu vois? Enfin, vous voyez, une forme de chose qui influence pareil. D'abord, moi, je crois que le mot lobby, quand le lobbying est fait pour la bonne cause, une association est un lobby. Une association de protection de l'enfance défend les droits de l'enfant. Donc, je pense que c'est pas un mot à bannir dans son ensemble. Quand c'est pas pour des intérêts particuliers ou économiques de profit, mais quand c'est pour l'intérêt général, on peut se dire que… Est-ce que le SGEC est là pour l'intérêt général, du coup? En tout cas, il doit être là pour l'intérêt de l'ensemble des enfants qui y sont scolarisés. Et n'oublions pas que dans des établissements catholiques, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas du tout de confession catholique, même de confession musulmane. Dans beaucoup de quartiers, moi j'habite à Fives, dans un quartier très populaire, mélangé, où les établissements catholiques accueillent vraiment toute la population. Donc c'est pas que pour une élite catholique. Donc ils ont ce devoir, oui, d'agir pour l'intérêt général dans le cadre du temps scolaire où ils sont payés par l'État pour le faire. Je crois que dans cette religion, le but, c'est bien l'épanouissement de l'enfant, même si c'est dans un cadre cultuel qui est assumé. Donc, les dérives qu'il y a eu et qui sont gravissimes dans des violences systémiques, et je dis au passé, il y en a encore aujourd'hui, mais le systémique avec certains prêtres qui, dans certains établissements, s'organisaient à plusieurs agresseurs sur ce type de choses, comme on a vu à Bétarame ou à Riomont, c'est non seulement une dérive inacceptable, mais c'est inacceptable que ça n'ait pas été contrôlé par l'État, parce que finalement, pourquoi nous on a pris l'exemple des contrôles sur les lycées musulmans? Finalement, Averroès, pour l'instant, a gagné son procès, il y a un appel, donc ils ont à nouveau le contrat, parce que les procédures ne sont pas avérées validées par la justice. C'est que si le préfet de l'époque a mis en place tous ces contrôles pour un lycée musulman à Lille, mais ça veut dire qu'un préfet est donc en capacité de faire la même chose pour un établissement catholique, d'autant plus s'il y a un signalement pour des violences ou une atteinte à la liberté de conscience. Et donc, c'est sur cette égalité d'atteinte aux droits de l'enfant que nous avons, je crois, milité ensemble avec Paul Vanier à travers les recommandations de ce rapport. Et il me semble, lors de votre conférence de presse, je ne sais plus si c'est vous ou Fatia Kelouachi, qui est la présidente socialiste de la commission des affaires culturelles, qui avait dit nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas relancer la guerre scolaire. Est-ce que déjà, pour les spectateurs qui nous regardent, vous pourriez appeler ce que c'est la guerre scolaire tout d'abord? La guerre scolaire, c'est l'idée que l'enseignement public s'opposerait en tout point à l'enseignement privé, et en particulier catholique, puisque c'est quasiment celui qui occupe tout le terrain, que l'on ne pourrait pas aller regarder ce qui se fait dans l'enseignement catholique parce que c'est un domaine réservé,
que il y aurait finalement des enfants des classes les plus favorisées, de la bourgeoisie qui iraient du côté des établissements catholiques et les enfants plus en grande difficulté du côté privé. C'est vrai dans certains endroits, tout à fait, bien sûr, on le sait, c'est lié au lieu aussi d'habitation où sont implantés, moi je le vois même dans ma circonscription, il y a des grandes différences. Mais ce n'est pas seulement vrai, parce qu'on voit beaucoup d'établissements privés catholiques qui font un travail formidable, et je crois que c'est important dans le rapport qu'on a fait, qui se concentre sur les cas de violence, de dire aussi que, bien heureusement, dans plein d'établissements privés, quelle que soit leur confession, il y a des super enseignants, des super cadres éducatifs, des super chefs d'établissement qui enseignent très bien et des enfants qui font une belle scolarité. Hein. Il n'y a pas... Voilà, donc la guerre scolaire, c'est une sorte de caricature, de résumé. Moi-même, je suis sans dogme. Pour moi, chacun doit pouvoir choisir l'endroit où il éduque son enfant, mais il faut respecter les règles de la République, il faut respecter la liberté de conscience et de grandir de chaque enfant, et que l'enfant puisse choisir. Je crois que c'est ça le plus important. Donc, je ne suis pas une militante au départ pour un côté ou un autre. Moi, j'ai une histoire familiale qui fait privé comme public, que j'ai connu les deux, et ma famille aussi. Simplement, il y a une réalité. Une réalité, c'est que les violences systémiques et graves, elles ont plus eu lieu dans l'enseignement catholique, mais ça a été montré bien avant notre commission d'enquête, à travers les travaux de la SIAZ, cette commission présidée par Jean-Marc Sauvé, sur les abus sexuels dans l'Église, où il y a eu un énorme travail de recensement et de transparence sur tout ce qui s'était passé. Donc, et comment vous expliquez que ça m'a... Enfin, je sais pas comment dire. L'affaire Betaram, ça faisait plus de 30 ans qu'il y avait eu des accusations avec l'affaire du père Caricart qui s'est suicidé. Ça fait plus de 30 ans, et même dans d'autres établissements, que ces faits de pédophilie sont connus, médiatisés, etc. Mais qu'il n'y ait jamais de regroupement un peu d'un système, qu'on ait mis que très tardivement le terme de systémique sur ces agressions sexuelles. Comment vous expliquez que ça a autant tardé? Est-ce que c'est parce qu'on est un pays de culture catholique et que du coup on a peut-être été masqué, on a peut-être normalisé un certain nombre de choses? Je crois que cette question que vous posez, Hugo, elle est le cœur de la question que pose cette commission d'enquête. C'est-à-dire qu'il y a plein de raisons, c'est multifactoriel. On pourrait dire qu'il y a une responsabilité des parents. Quand des parents choisissaient de mettre les enfants dans un établissement extrêmement strict, voire dans lequel ils savaient qu'il y avait des gifles, des punitions physiques, et qu'ils l'assumaient, quand l'enfant rentrait traumatisé le week-end et qu'il disait « Papa, maman, je ne veux pas y retourner, c'est horrible », et qu'il avait des maux de ventre, etc., et que le père ou la mère disait bah, « Tu y retournes parce que c'est bon pour toi », je pense que les parents ne savaient pas qu'il y avait des sévices sexuels derrière tout ça, parce qu'elle continue. C'est ce qu'a dit François Bayrou. François Bayrou savait que c'était un établissement violent. Mais il y a quand même une responsabilité des parents dans l'idée que frapper un enfant ou l'humilier est bon pour l'éducation. Donc ça, c'est un changement. Ça existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans la société. Donc je crois que c'est un sujet qui continue de devoir être travaillé. Ça avait d'ailleurs choqué, je crois que pendant l'audition de François Bayrou, il avait dit une tape, je crois que je sais plus le terme exact, mais une tape éducative, je crois qu'il avait. Bon, c'est plus très 2025 style cette phrase, j'ai envie de dire. Il y a encore beaucoup de gens qui le disent. Moi, je vois quand je discute de ma commission d'enquête, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça super important, qui nous encouragent dans le travail. Et puis, j'ai quand même des gens d'une certaine génération qui me disent « Tu sais, Violette, nous aussi, on a été frappés dans notre enfance. Des fois, c'est quand même bon un peu d'autorité. » La différence, c'est quelle est la différence entre l'autorité d'un professeur ou d'un parent, le respect, et le pouvoir, l'abus de pouvoir par l'humiliation physique et psychologique. Donc il y a une responsabilité des parents, il y a une responsabilité bien sûr des agresseurs, de la perversion de ces agresseurs et des systèmes humiliants organisés autour du pouvoir, parfois encouragé à l'époque par la religion ou les dogmes. À Riaumont, il y a de la religion et il y a du sujet d'embrigadement d'extrême droite, militaire et tout ça, donc c'est un mélange parfois. Il y a une responsabilité, et c'est celle que nous avons recherchée dans cette commission d'enquête, de l'État. L'État, à travers sa compétence éducation nationale, l'absence de contrôle. S'il y avait eu des contrôles pendant 30 ans à Betaram, bien sûr qu'on aurait vu de façon beaucoup plus flagrante qu'il y avait des enfants maltraités, qu'il y avait des conditions d'hygiène de l'internat qui étaient anormales, on aurait vu plein de choses. Du côté ministère de la Justice, tous ces parents, ces enfants, ces adultes qui disent « moi j'ai porté plainte, j'ai eu le courage », ces professeurs qui ont dénoncé des choses et qui voient la justice soit oublier le dossier, le classer ensuite sans explication, durer 10 ans.
Donc, il y a eu une forte responsabilité. Et ça, c'est malheureusement encore très actuel Ou d'avoir un Premier ministre qui traite de semi-folle une professeure qui a tenté aussi d'alerter les autorités. Les sujets de lanceurs d'alerte qui souvent ne sont pas crus. Alors, on est encore moins cru quand on est une femme, parce qu'il y a dans l'imaginaire collectif, dès qu'une femme s'énerve ou dénonce, elle est un peu hystérique. On assimile le courage à la folie. Moi, ça m'arrive aussi. Voilà. Dès qu'on est une femme, on est plus facilement caricaturé. Et souvent, en tout cas dans tous les cas qu'on a étudiés là, ce sont des femmes, les lanceuses d'alerte. Il y en a bien sûr eu des hommes, j'imagine, celles qu'on a rencontrées. Et donc souvent, elles ne sont pas crues, ou elles sont crues, mais elles dérangent, comme nous dérangeons aujourd'hui, et donc elles sont déplacées d'académie, rétrogradées dans leurs fonctions. On a vu la même chose pour 2 femmes juges pour enfants qui, à Liévin, Riomont, dans les années, je crois, 80, dans l'histoire de cette terrible histoire, ont décidé de prendre les choses à bras-le-corps et de s'attaquer au sujet des violences sur les enfants à Riomont. Et ces juges pour enfants, elles ont été non seulement menacées, mais rétrogradées dans leurs fonctions, mutées à Paris, et elles ont, des années après, indiqué à quel point toute leur carrière avait été marquée parce que le système n'aime pas les gens qui dérangent. Voilà. Et puis, il y a le ministère et les responsabilités des départements et du ministère de l'Enfance et de la Famille, parce que les départements, ils ont la compétence protection de l'enfance. Mais en fait, on s'est rendu compte, y compris aujourd'hui, qu'un département considère qu'il a la responsabilité de la protection de l'enfance dans le cadre des violences intrafamiliales. Et donc, il y avait une sorte de flou qu'on a un peu décortiqué sur la déresponsabilisation de tout le monde, en fait. Il y a un côté, l'éducation nationale qui dit c'est le département, la justice, et puis les départements qui disent nous, c'est les violences intrafamiliales, il y a déjà énormément de signalements, donc dans l'école, c'est pas nous. Et on a vu ça quand on est allé sur le terrain, dans les différentes organisations locales, comme au niveau national. Et donc, dans ce rapport, on clarifie qui fait quoi dans la loi aujourd'hui. On approfondit certains textes de loi dans les propositions que l'on fait dans les recommandations pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce geste que vous avez fait où tout est en silo. Et finalement, il y a plein de gens des victimes sur des années différentes qui portent plainte, qui parlent et tout se perd dans cette déresponsabilisation. Et alors, j'ai une question qui est personnelle et je comprendrais que si vous ne voulez pas y répondre, mais est-ce que vous, dans votre enfance, vous avez ou vos parents ont été victimes de violences éducatives par les professeurs, etc. Pourquoi je pose la question? C'est parce que le jour de votre présentation de votre rapport, mon papa était chez moi et il a participé à mon stream et on avait parlé de votre rapport et je lui avais demandé si lui, il avait été victime de violences à l'école et il m'avait expliqué qu'un de ses professeurs l'avait massacré un jour et il avait la réputation d'être très violent avec les élèves, etc. Et en fait, je m'interrogeais, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'être violenté par un professeur ou vos parents? Alors moi, j'ai eu la chance de faire du privé et du public dans mon parcours à l'école et de ne jamais être victime de violence. Moi, j'ai plutôt été victime de harcèlement parce que j'avais des cheveux roux et qu'à l'époque, quand on est roux à l'école, on est victime de plein de moqueries. Et mon père, ma mère, je pense pas, parce que ma mère, elle est prof et puis elle était dans une famille de profs et de directeurs d'école, donc elle a été assez protégée. Et mon père, il est décédé aujourd'hui, donc j'en ai jamais parlé avec lui, mais je sais qu'il a été victime de violences de plein de sortes, mais parce qu'il avait une tache de vin sur la moitié du visage, vraiment une tache de vin énorme. Et donc, il a souvent parlé de violences des autres, mais je ne sais pas trop en fait ce qu'il a vécu à l'école. Je crois c'est possible quand même, parce qu'il devait être dans des établissements catho. Et il faudrait que je demande dans des établissements où il y avait beaucoup de côtés stricts, je me souviens, mais je ne sais plus exactement. Il faudrait que je demande à ceux qui sont encore là dans la famille. En tout cas, ce n'est pas une histoire personnelle qui m'a sensibilisée sur ce sujet. Je dirais que c'est plutôt la révolte contre l'injustice. Parce que moi, je considère qu'une justice qui ne fonctionne pas, et c'est encore le cas malheureusement parfois dans notre pays, c'est le drame pour des victimes qui souffrent encore aujourd'hui, dans plein d'autres domaines comme dans celui-là. Alors, il y a une question du chat. Enfin, il y a beaucoup de questions, donc malheureusement, je ne pourrais pas tout poser. Mais il y a Tinko qui vous demande, question pour Madame Spielboot, même si elle n'était pas précisément orientée contre vous, comment avez-vous vécu l'agressivité du Premier ministre pendant sa déposition? C'est vrai que j'ai suivi un certain nombre de commissions d'enquête, et hormis celle des influx voleurs, j'ai rarement vu un auditionné aussi vindicatif envers la commission et ses rapporteurs et sa présidente. Je dirais que pour moi, c'était une stratégie assumée de défense. En réalité, il ne faut pas oublier qu'il arrivait dans une commission avec
un des deux co-rapporteurs, Paul Vannier, qui avait déjà publiquement, si ce n'est agressé, mais en tout cas provoqué le Premier ministre dans deux questions au gouvernement et très largement sur les médias, l'associant à quelqu'un qui a couvert les pédocriminels, etc. Donc avec des phrases très fortes. On en a déjà discuté avec Paul Vannier. On n'a pas la même façon d'interpeller le Premier ministre, ça c'est clair. Et donc il arrivait sur une position extrêmement défensive et sa défense a été d'abord d'être agressif avec Paul Vannier en particulier et de créer un duel, ce qui, moi, m'a un peu déplu sur le plan y compris de ma condition de député co-rapporteur, mais bon, c'est comme ça. Et puis, en même temps, on peut comprendre qu'un homme devenu aujourd'hui Premier ministre qui est attaqué si frontalement par les faits et par des déclarations publiques mette toute son énergie pour tenter de laver son honneur. Et je crois que les preuves qu'il a souhaité apporter sur ce qu'il a fait, puisqu'on lui reproche ce qu'il n'aurait pas fait. Il l'a fait avec une virulence qui était proportionnelle aux attaques qu'il a vécues. Je pense que ça ébranle un homme quand même. Voilà, au-delà de la sphère, il y a ce qui se passe personnellement, et puis il y a tout l'impact des réseaux sociaux, etc., le harcèlement, les menaces de mort. Voilà, moi je sais ce que c'est, et je pense Paul Vannier aussi, parce que quand on est exposé publiquement, c'est horrible à vivre. Donc voilà, oui, c'était une stratégie de défense très forte. En même temps, il était là sous serment et il a donné un certain nombre d'informations précises, et je pense qu'il a répondu à la commission. Alors, justement, parlons du cas Bayrou. Question concrète, est-ce que François Bayrou a menti, pas forcément uniquement devant la commission d'enquête, mais est-ce que François Bayrou a menti d'après les éléments que vous avez eus grâce à cette commission d'enquête? Devant la commission d'enquête, pendant cette audition, il n'y a pas eu, et c'est pour ça que moi je n'ai pas signé le courrier que Paul a préparé sur le parjure, il n'y a pas eu d'éléments de mensonge avérés ou quoi que ce soit. Il y a eu un moment une imprécision sur un article Mediapart. Moi je ne considère pas que ce soit suffisant en tout cas pour l'attaquer sur parjure. Après, bien sûr, il y a eu des versions différentes entre ce qu'il a dit aux questions au gouvernement publiquement et dans l'audition. L'idée, en fait, d'abord, je pense aux conditions dans lesquelles il est interrogé, aux souvenirs, parce que ça date de 30-40 ans. Et je pense qu'entre le moment où il a été interrogé la première fois, un peu par surprise, et le moment de la commission, il y a eu aussi beaucoup d'informations qui sont sorties, qui sont revenues, qu'il a retravaillé pour essayer de recoller les morceaux. Voilà, je pense qu'il se souvient mieux aujourd'hui de tout ça que la première fois qu'on lui a porté la question. Donc voilà, moi, ce que j'ai dit dans le rapport et que j'ai assumé dans le rapport, c'est pas du tout qu'il y ait des mensonges ou une volonté d'avoir un responsable de tout ce qui s'est passé à Betaram. Mais en revanche, l'inaction ou l'action insuffisante de tous les responsables que j'ai cités avant, et y compris des ministres de l'Éducation nationale et de la justice successifs, c'est toute la France qui est responsable. C'est pour ça que dans nos recommandations, dans les premières recommandations, nous voulons une reconnaissance de l'État auprès des victimes. Voilà, une excuse générale de l'État qui doit être incarnée peut-être par le président, peut-être par le Premier ministre. Il faudra bien un moment où l'État reconnaisse que si la protection de l'enfance et l'éducation nationale et la justice avaient bien fonctionné, il n'y aurait pas eu autant d'agressions dans les années qui ont suivi. Et combien vous avez estimé dans votre rapport au nombre d'établissements, au nombre de victimes de violences sexuelles ou physiques? Je pense que c'est qu'une coupe à l'heure d'aujourd'hui, parce que je pense qu'on va en découvrir encore d'autres. Il y a des gens qui ont encore du mal beaucoup à parler. Nous avons reçu des centaines de témoignages, environ sur 200 cas. 200 établissements ou 200 cas? Établissements. Donc 200 établissements sur les 7500 existants. 200 témoignages de toutes sortes, et nous avons décidé de faire une centaine de signalements article 40 auprès du procureur. C'est énorme. Quand les faits étaient assez précis, donc sur une centaine d'établissements, des faits précis avec des noms, avec des dates, etc. Et ça concerne environ 50 départements en France. Donc ça montre bien que ce n'est pas seulement le sujet Betaram, le sujet responsabilité ou pas de François Bayrou. On voit bien que c'est un scandale de notre pays et de l'État. C'est un scandale d'État ou pas pour vous, l'omerta sur les cas de pédophilie? C'est un scandale d'État dans le sens où, oui, je pense que l'État est responsable. Après,
dans tout ça, quand on parle d'inaction, quand on parle d'inefficacité, quand on parle de mépris parfois de la parole d'enfants ou de la parole de lanceurs d'alerte ou de parents, c'est pas toujours une responsabilité intentionnelle, mais on voit l'ampleur. C'est pour ça qu'on peut dire scandale d'État, parce que ça touche des milliers de victimes. Donc on n'a pas un chiffre, je pense qu'il n'est pas fini. C'est comme pour la SIAZ, on a vu le nombre de témoignages qui continue d'augmenter. Il y a des gens qui n'arrivent à parler, vous savez, des hommes notamment, qui ont été violentés dans leur enfance à 7 ans, 8 ans, 9 ans, et qui n'arrivent à parler aujourd'hui que parce que leurs parents sont décédés. Et tous ceux aussi qui se sont malheureusement suicidés en raison des traumas que ça crée. Voilà. Ou de personnes qui n'y arriveront jamais, parce que des fois, c'est même parler, c'est impossible, encore aujourd'hui, à 40 ans, 50 ans après. Des fois, on arrive à parler parce que les parents sont plus là et on se dit, bah, comme ça, ils ne sauront pas tout ça, parce qu'ils n'ont pas voulu ça pour moi. Je l'ai beaucoup entendu. Ou parfois, il y en a qui arrivent seulement à écrire et pas à parler. C'est pour ça que les boîtes aux lettres papillons dans lesquelles on peut écrire, les enfants peuvent écrire, ça a une vraie utilité parce qu'il est démontré dans les cas de violence grave que le passage par l'écrit est un travail qui peut permettre beaucoup plus facilement de s'avouer à soi-même des choses qu'on a vécues et qu'on a enfouies que la parole. Et est-ce que il y a des collègues députés qui sont venus vous voir pour dire moi aussi ça m'est arrivé parce qu'on rappelle, je crois que c'est un enfant sur 10 dans les classes, je crois, qui a été victime d'actes pédophiles ou enfin d'actes d'inceste ou de pédophilie. Moi dans mon chat, on avait fait un sondage, il y avait eu 20% des personnes dans le chat qui avaient dit moi ça m'est arrivé ou je crois que ça m'est arrivé. Mais est-ce que il y a des collègues qui sont venus vous voir? Parce que bah, si c'est 1 sur 10 à l'Assemblée, vous êtes 577, donc il y a potentiellement une cinquantaine de députés qui ont été victimes de pédophilie ou d'inceste de leur enfance. Il y en a qui sont venus me voir, seulement sur des sujets de violence à l'école. Les sujets d'inceste, tout ça, il n'y a personne qui est venu me raconter ça, parce que je pense que la commission d'enquête et son cadre, dans le cadre de l'école, a fait que les autres sujets ne sont pas parvenus. Des hommes, et à qui c'est arrivé plutôt à leurs parents, en fait, ou qui ont posé la question dans la famille pendant la commission d'enquête. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans les familles pendant la commission d'enquête, notamment après la première interview de Paul Vanier et moi à France Inter, au mois de fin avril, au début mai, où ça a déclenché beaucoup de témoignages. Donc effectivement, c'est jamais quelqu'un qui vient me voir, un député qui vient me voir comme ça en me disant je veux te parler. C'est on se retrouve dans l'ascenseur et puis voilà, il y a une confidence. C'est plutôt dans l'ordre de la confidence, mais c'est assez glaçant. Et ça montre aussi qu'une violence subie par un enfant qui devient adulte et père ou mère ensuite crée un traumatisme, y compris dans la descendance. Même si la personne n'est pas violente, des fois elle devient violente elle-même parce qu'elle a subi, mais même quand on n'est pas violent, en fait, la brisure de ce que fait une violence, y compris psychologique, hein, il n'y a pas que les violences sexuelles, chez un enfant, marque en fait des générations. Moi, c'est ça aussi qui m'a marqué dans cette commission d'enquête, l'impact sur les familles françaises. Et je crois qu'il y a une de vos collègues, Perrine Goulet, qui est présidente de la délégation aux droits des enfants, qui, je crois, a été victime de violences. Alors, je ne sais plus dans quelle catégorie, mais quand elle était à l'ASE elle-même, je crois qu'elle avait témoigné sur les violences qu'elle avait subies. Et il y a une question pour vous dans le chat de plusieurs personnes qui citent un article de Mediapart qui évoque que vous auriez été menacé de ne pas être soutenu au municipal de Lille parce que vous seriez montré trop offensive dans le dossier. Ils vous demandent est-ce que c'est vrai et si oui, comment vous l'avez vécu? J'ai lu tout ça dans la presse. Donc tout ça, c'est répandu plutôt dans la presse qu'auprès de moi. Et donc, bien sûr, on regrette quand on lit des choses comme ça. C'est des petites phrases, des choses. Voilà. Après, à quel point elles sont amplifiées, réelles, etc. On sait jamais vraiment. Ça a été très microcosme parisien. Moi, ce que je peux dire, c'est que quelques jours après l'audition de François Bayrou, je lançais ma campagne à Lille avec l'inauguration de mon café de campagne, avec du porte-à-porte, etc. Et que les adhérents du MoDem et la responsable du MoDem de ma ville à Lille sont des élus et des conseillers de quartier qui restent dans mon équipe aujourd'hui, très impliqués. On va demain au bal du 14 juillet ensemble et je crois que les attaches qui sont faites entre nous par l'engagement d'élu local que nous avons sont assez fortes. En tout cas,
voilà, le travail qu'on fait, oui, dérange, bouscule, fait mal parfois, je l'entends. En revanche, il faut, il faut en passer par là. Et je le dis, c'est par l'affaire Betaram que tout le reste sort. Et donc, bah, c'est pas grave. Mais quand l'article de Mediapart cite une source au sein de Matignon qui dit: «Elle ne gagnera pas Lille, croyez-moi, le Premier ministre en fera un sujet personnel». Est-ce que c'est enfin, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est vrai, enfin, mais franchement, ça me dit pourquoi? Enfin, je veux dire, vous avez fait votre Écoutez, boulot, vous avez fait votre boulot, quoi. ouais, d'abord, j'ai fait mon boulot, je sais pourquoi je suis engagée en politique. J'ai beaucoup appris aussi dans ce travail avec un député très opposé à moi au départ, enfin dans les partis politiques. Et donc, j'ai beaucoup appris, évolué. Voilà, je regrette rien de tout le travail que j'ai fait pendant ces 4 mois et que je vais continuer de faire avec Paul Vanier sur ce sujet, puisqu'en plus, on n'a pas fini, puisqu'on va s'occuper de la mise en œuvre des recommandations. Et donc, je crois que tout ça, vous savez, les sujets de parti qui permettraient ou pas de gagner une élection, je crois que c'est Mmh. aujourd'hui encore plus que jamais, vu l'état du pays. Je Ouais. crois que gagner une élection municipale, c'est être de sa ville, habiter dans sa ville, s'occuper des gens, et c'est plus s'occuper de tous les gens, quel que soit leur parti, que voilà. Donc je vois pas en quoi quelqu'un peut avoir une influence directe sur. Et à cette personne qui dit ça, vous lui répondriez quoi à lui? Ben, je répondrai pour s'engager en politique, c'est être courageux, intègre, Et et pas être pas anonyme dans Mediapart, c'est ça, non? aussi, ouais, et ne pas faire des actes politiques en fonction de la répercussion électorale qu'on a. Mmh. Parce que si tout est calculé, ben, en fait, il n'y a plus de colonne vertébrale. Voilà. Après, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais d'abord, j'ai déjà changé d'avis plein de fois sur plein de choses. Et puis, moi, j'essaye de faire la politique le mieux possible. Je suis pas née là-dedans. J'ai pas été formée non plus là-dedans. Donc, j'apprends sur le tas, d'abord dans les collectivités territoriales, aujourd'hui députée, avec maintenant une commission d'enquête. J'apprends beaucoup à l'Assemblée et j'essaye de servir la voix des Français. Je crois que c'est à ça un député. Et quand on échange avec les victimes, ce qui est le plus important, et ben, on sait pourquoi on fait tout ça. Mmh. Et on vous demande vos relations avec Paul Vanier. Comment ont été c'est Testi qui demande comment étaient vos relations entre Paul et vous dans toute l'enquête et le suivi du dossier? À quel point l'opposition des partis vous a impacté tous les deux dans le travail de tous les jours? J'inclurai aussi la présidente socialiste Fatia Kelouachi. C'est vrai, c'est trois blocs différents entre guillemets. Comment vous avez bossé malgré les oppositions politiques, j'ai envie de dire? Ben, en fait, je pense que Paul Vanier avait une culture sur, et un parti pris sur l'enseignement privé catholique en particulier qui était assez connu, puisqu'il avait rendu un rapport sur le financement des établissements privés avant, qui avait fait beaucoup parler de lui. En revanche, donc je partais pas de rien, j'avais un a priori là-dessus, le connaissant. Par contre, en tant que député, je le connaissais très peu. Enfin, on se croisait, on se disait bonjour dans la même Mmh. commission, mais on n'avait jamais parlé ensemble. Et j'avais l'image, en tout cas même pour ce rapport, de quelqu'un d'extrêmement travailleur, d'extrêmement précis, méticuleux, intelligent, compétent et radical. Radical de voilà une des personnalités importantes de la France insoumise. Et donc une commission d'enquête pour les victimes, bah oui, il faut être travailleur, rigoureux, ne pas avoir peur de ne pas faire des choses en demi-mesure. Donc moi, ça m'allait bien et je me suis assez vite dit en me portant candidate pour cette commission que fallait pas fonctionner en fonction du parti, mais en fonction de notre capacité à vraiment travailler ce dossier rapidement, parce que le scandale était tellement énorme, les plaintes en cours, etc., qu'il fallait être très très efficace. Et j'ai pas regretté non plus parce qu'en fait très vite, dès les premières heures de travail avec Paul Magny, on s'est mis au travail tout de suite. Beaucoup de respect mutuel, beaucoup de complémentarité, pas d'opposition. On n'a jamais été opposés sur des choses, on s'est jamais disputé. On a négocié certaines phrases dans le rapport, mais plutôt même en plaisantant. Je dis non, là tu vas trop loin. Ou là inversement, il me dit ah non, mais ça c'est un truc de macroniste. Voilà, on va plaisanter, mais on a tout le temps plaisanté de nos différences qui n'ont jamais, en tout cas, été un frein pour le travail qu'on a fait. Je dirais plutôt un moteur parce qu'on avait des visions complémentaires. On a su s'écouter. Moi, j'ai changé de position sur des choses et lui aussi. Et en tout cas, voilà, je pense qu'on travaille très bien ensemble. J'ai appris à travailler avec un collègue compétent et engagé.
et je continuerai. Et C'est-à-dire est-ce que vous avez été déçu quand même de la fin, enfin après la publication du rapport, des propos qui ont pu être tenus par Paul Vallier et certains insoumis sur le fait de ne pas faire, de signer la motion de parjure pour François Bayrou. Je sais qu'il y a Claire Jacquin qui travaille à la France Insoumise qui a accusé Fatia Kelouachi de faire ça pour sauver son poste à la rentrée qui va être remis en jeu. Est-ce que c'est pas dommage, vu l'importance du sujet, d'en arriver à ce genre de polémique? ça, c'est la partie qui nous différencie avec Paul et avec la France Insoumise, c'est que, mais en même temps, on a toujours été assez libre chacun de ce qu'on voulait dire, en ayant une confiance sur ce qu'on dit du travail ensemble, mais en ayant aussi la liberté chacun d'être député dans nos groupes. Et donc, moi, je savais dès le début que c'est pas parce que j'avais un bon travail avec Paul Vannier pendant la commission qu'il s'empêcherait de dire ce qu'il pensait sur François Bayrou, de voter une motion de censure, voilà, ou d'être agressif envers un collègue qui veut provoquer. Chacun à sa façon de faire, il faut le respecter. Moi, je trouve qu'il y a eu plusieurs moments dans la commission d'enquête où il y a des prises de parole qui ont pu peut-être nuire à la légitimité de l'ensemble par moment. Mais c'est tout, ça fait partie de nos différences. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que les 50 recommandations du rapport ont été votées très largement par tous les groupes politiques de l'Assemblée, comme la commission avait été créée à l'unanimité. Hier, à cette délégation aux droits de l'enfant à laquelle vous avez assisté, Perrine Goulet, qui est MoDem, présidente de cette délégation, a annoncé que la première recommandation, qui est le travail sur l'imprescriptibilité, allait être lancée en septembre au sein de sa commission avec tous les députés de tous les groupes, ce qui est une reconnaissance, une légitimation de notre travail à tous les deux. Donc, quelque part, voilà, tous les écarts de langage, de politisation ou d'instrumentalisation de ce qu'on fait pour d'autres buts, ils font partie de ça, on ne peut pas l'enlever. Ça n'enlève rien à la qualité de ce qu'on fait. Et j'ai regretté aussi des propos de gens de mon groupe, j'en ai encore aujourd'hui, qui disent cette commission d'enquête qui ne sert que à. Je trouve ça très humiliant pour le travail qu'on a fait, pour le mien, mais comme celui de Paul Vannier. Et je regrette qu'il y ait des paroles comme celle-là, parce que moi, je suis fière de ce travail qu'on a fait. Il n'est pas parfait, hein, il y a plein de choses qu'on peut critiquer et tout ça, mais on s'est donné à fond et c'est utile. Et ça, je suis sûre que c'est utile et que ça le sera dans l'avenir. Donc, on peut en penser par ailleurs d'autres choses, mais tout résumer à que de l'instrumentalisation politique, c'est de la mauvaise foi. Et ça, c'est ce que les Français ne veulent pas. Et vous avez eu envie d'en prendre un ou deux de vos collègues qui vous sortaient ces propos-là en disant mais on parle d'un sujet sérieux là, arrête tes conneries, ou comment vous leur avez répondu en off? Alors vous n'allez pas nous dire qui, mais est-ce que vous les avez secoués en disant mais on parle d'un sujet sérieux là? D'abord, ceux qui l'ont plutôt fait sur les réseaux sociaux ou des boucles que face à moi, hein. Les gens, ils ne sont pas tous très courageux. Vous savez, le négatif, on ne vous l'a jamais en face, hein. On a les compliments en face, et puis le négatif, enfin, pour moi, en tout cas, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, voire en anonyme, hein. Les gens courageux, c'est souvent comme ça. Et je dirais que non, ces gens-là, ils me fuient plutôt, quoi. En fait, après, je sais, le fait de s'attaquer à des sujets comme ça, c'est très dérangeant. Donc, il y a et puis les sujets de violence aussi. On n'a pas toujours envie de parler de violence. C'est pour ça que des fois, je dis tous les profs ne sont pas maltraitants. Il faut faire attention. Il y a ce sujet de se concentrer sur tout ça. On a été obnubilé par ce sujet-là. Et en même temps, y compris dans les collègues députés, il y a plein d'autres choses qui sont dures. Là, il y a un rapport sur l'application de la loi de 2005 sur l'adaptation de nos équipements et de notre société au handicap qui vient de sortir. Porté par votre collègue Sébastien Pétavy, il y a 86 recommandations dans ce rapport. Sébastien Pétavy et Christine Le Nabour. Et donc, il y a des collègues qui sont au travail sur d'autres choses. Et donc, se remettre aussi sur ces violences-là, alors qu'il y a eu violence dans le cinéma, etc., il y a un côté, c'est dur, quoi. C'est dur aussi de c'est vrai qu'il y a eu une accumulation de commissions d'enquête qui parlaient des violences. Il y a eu celle sur l'ASE d'Isabelle Santiago. Il y a eu celle-là, effectivement, de Erwan Balanan et Sandrine Rousseau. Il y a eu la vôtre. C'est vrai qu'il y a eu un gros focus quand même à l'Assemblée nationale sur les sujets des violences sexuelles dans différents sujets, ce qui montre que c'est un problème qui est dans toutes les couches de la société. C'est intéressant même pour notre culture commune de députés, parce que d'avoir beaucoup approfondi ces questions, ça change les choses. On espère qu'il y aura un projet de loi sur la protection de l'enfance rapidement, et quand il sera, suite à la commission sur la protection de l'enfance et de l'ASE,
Là aussi, il y a des choses inacceptables, vraiment douloureuses, très douloureuses pour la responsabilité de l'État français. Et donc, s'il y a un projet de loi sur la protection de l'enfance, on sera beaucoup plus de députés qui auront bien travaillé ces sujets-là. On sera tous bien au fait sur la difficulté de l'imprescriptibilité ou des durées de prescription, sur les sujets de responsabilité parentale, du fonctionnement de la justice. Et donc, plus on est bon en tant que député pour avoir travaillé des sujets à fond, plus on légifère bien, en fait, je pense, de façon adaptée par rapport aux besoins d'avenir de nos enfants. Donc voilà, il n'y a pas que… Voilà, pour revenir à votre question, oui, je dirais que ça isole un peu, peut-être, de travailler sur des sujets comme ça, mais en même temps, il y a tellement de messages d'encouragement. Vous verriez que moi, ça me donne beaucoup de Ouais. force. Voilà. Et il y a une question technique, mais basée sur un cas réel de quelqu'un dans le chat qui dit: une personne a été jugée et reconnue coupable de VSS sur mineur dans le cadre de son travail de surveillant en périscolaire et a été condamné, entre autres, à une interdiction de côtoyer les mineurs. Il a porté plainte et la peine a été suspendue et cette personne est actuellement toujours active en surveillance de périscolaire. J'ignore si l'établissement est au courant du jugement. Question: comment pourrait-on faire pour assurer un principe de précaution vis-à-vis du mineur sans forcément sacrifier la vie en cas d'erreur de jugement dans ce genre de cas? C'est vrai que c'est un sujet aussi important sur préserver les victimes, mais la présomption d'innocence. Alors, c'est tout le travail qui a été fait notamment par Najat Vallaud-Belkacem quand elle était ministre de l'Éducation. Elle a fait un travail et elle a porté une loi qui a été votée, la loi de 2016, sur le partage d'informations entre la justice et l'éducation nationale sur ces sujets-là. Cette loi, elle est encore en vigueur aujourd'hui et elle a une jurisprudence qui effectivement est basée sur un travail qui a été difficile, qu'elle nous a expliqué en audition. Je recommande à cet auditeur de réécouter peut-être l'audition de Najat Vallaud-Belkacem. Ça dure 1 heure, donc ça va, c'est 1 heure, on arrive. Le reste, ça fait beaucoup, mais et dans cette audition, elle explique bien que tout l'équilibre a été très difficile entre à quel moment d'une procédure judiciaire sur ce type de fait, où effectivement il y a la présomption d'innocence. À quel moment? Est-ce que c'était la première accusation? Est-ce que c'est au moment de la mise en examen? Est-ce que c'est quand la personne est condamnée qu'on informe l'employeur? Alors, ce qui a été répondu d'abord dans les auditions avec les procureurs, puis ensuite par Najat Vallaud-Belkacem, c'est que la loi de 2016, c'est au moment de la mise en examen. C'est dès qu'il y a une enquête, en fait, qui est lancée. Non, c'est enquête préliminaire. Et donc, je ne suis pas juriste pénaliste, mais enfin, c'est au moment où il y a quand même des faits qui justifient qu'un juge prenne le dossier en main. Et donc, à ce moment-là, il y a une information qui est obligatoire et automatique à l'employeur dans le domaine éducation ou famille. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'effectivement, il y a le sujet de la protection de l'enfant au cas où, on ne sait pas. Et on a vu dans le cas qui est expliqué là, mais dans plein de cas qui nous sont remontés, que l'éducation nationale s'est plein de fois réfugiée derrière la justice en disant tant qu'on ne nous a pas dit s'il était coupable ou pas, on ne peut pas le suspendre. Ça, ce n'est pas vrai. On le remet dans nos recommandations. Il peut y avoir une mesure de suspension conservatoire immédiate pour protéger les enfants. C'est une responsabilité qui incombe à l'éducation nationale, donc souvent elle a du mal à la prendre parce qu'il y a cette présomption d'innocence. Mais il y a d'autres modalités. On peut suspendre d'un métier au contact des enfants et mettre dans un bureau. Qu'est-ce que font aujourd'hui ceux qui ne savent pas trop ou qui n'ont pas le courage de le faire? Ils disent « mais toi, on arrêt maladie ». Bon, tout ça, on a vu que ce n'était pas bien défini. Donc, dans les recommandations, on redonne bien les critères dans lesquels il y a les mesures conservatoires et on redit que l'éducation nationale doit avoir une culture du signalement et une culture de la protection. Et donc, ces mesures conservatoires, mais attention à la diffusion d'informations parce que ça peut détruire aussi la vie d'un enseignant ou d'un personnel éducatif qui aurait été accusé à tort. Et on sait que c'est un risque plus grand aujourd'hui qu'il y a longtemps parce qu'il y a les réseaux sociaux et le tout est n'importe quoi et donc il faut faire très attention. Et à Riomont, d'ailleurs, il y a eu un des profs, un des prêtres qui a été condamné dans le documentaire de LCP qui avait été fait, qui suivait votre commission d'enquête. Quand il arrive au tribunal, il a dit à une de ses victimes: ah bah tu viens pour je sais plus l'expression, mais pour mon innocence ou Mon acquittement. pour mon acquittement. Et bon, il a finalement été condamné. Mais qu'est-ce que ça dit aussi de l'impunité de certains? Parce que c'est vrai que quand on regarde l'extrait de ce documentaire-là qu'on a regardé hier en live, il y a quand même un sentiment d'impunité chez un certain nombre de responsables, de prêtres ou de directeurs d'établissement. Alors déjà, il faut se dire que ce qu'on a vu là dans le cas de Riomont, qui sont des prêtres qui sont là depuis très longtemps, dans une communauté très fermée, ça devient aujourd'hui des cas extrêmement rares.
parce que d'abord, il n'y a plus de communauté où ce sont les prêtres qui sont les enseignants. Ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu le rapport de la SIAZ qui a fait aussi un gros travail et qui est par l'Église elle-même sur l'enseignement catholique. Et il y a plein de plans de protection des enfants au sein de l'enseignement catholique aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Moi, j'ai rencontré la direction diocésaine de Lille. Je vois bien à quel point maintenant tout ça est pris à bras-le-corps. Donc, ce qu'on a vu là dans ce témoignage, c'est quelque chose qui est un peu hérité de violences passées systémiques. D'ailleurs, il a été condamné effectivement pour pédocriminalité et ils sont à plusieurs l'objet de nombreuses plaintes pour viol, dont une partie sont prescrites. Mais ça dit quand même que oui, à l'époque, ils avaient raison de penser que c'était impuni, ça l'était. Enfin, il faut rappeler qu'à Riomont, en 2001, on est en 2025, hein, en 2001, il y a eu le suicide d'un jeune garçon de 13 ans qui s'appelle Romain. Moi, quand je me suis rendue à Riomont, j'ai eu un appel sur mon portable d'une dame que je connais, qui s'occupe de l'association de lutte contre les sectes à Lille depuis des années, qui m'a appelée dans ma voiture sur la route pour aller à Arras puis à Riomont, en me disant « Mais tu sais, tu vas à Riomont, il faut absolument que tu ne laisses pas tomber, c'est très important. » Parce que moi, j'ai connu la grand-mère qui s'occupait du jeune Romain. Il avait signalé les violences, on avait signalé au procureur de Béthune, le substitut du procureur de Béthune était allé sur place, et puis il ne s'est rien passé derrière, il est ressorti, il a laissé Romain dedans, et 3 mois après, il s'est suicidé, ce garçon. Et c'était en 2001, et depuis, il y a eu d'autres événements graves, des inspections accablantes que nous avons ressorties, qui n'étaient pas publiques, mais on a des documents qui sont accablants, en 2012, 2016, 2018, qui ne donnent pas lieu ni à la fermeture, ni à la destitution des capacités aux prêtres mis en cause, aux hommes mis en cause d'exercer, etc. Donc, oui, ils étaient en toute impunité et je vais vous dire que quand on a été reçus, Paul Vanier et moi, là, on l'a bien senti. Sauf que c'est la fin d'une époque, pour eux en tout cas, puisque non seulement le président de la Conférence des évêques de France, que nous avons alerté, m'a répondu en me disant qu'il avait fait plusieurs inspections pour vérifier, etc. Il y a eu de nombreuses inspections de l'éducation nationale, de l'État, de la jeunesse et sport, et on leur a retiré leur agrément. Enfin, ils n'ont plus aucun droit d'accueillir le moindre mineur ou majeur en situation de faiblesse. Oui, pardon, ça, voilà, bref, c'est un témoignage, c'est une histoire touchante. Enfin, c'est vrai qu'on se dit des vies qui ont été détruites, quoi. C'est assez terrifiant. Y a Charlie qui vous demande, rappelez-nous pourquoi vous êtes opposé à l'arrêt des établissements privés, parce qu'effectivement, à gauche, il y en a beaucoup qui sont pour l'arrêt, en tout cas, du financement des établissements privés. Pourquoi vous, c'est important, enfin, peut-être que ça l'est pas, mais pourquoi c'est important pour vous qu'il y ait des écoles privées en France? Alors, je ne dirais pas dans ce sens-là, je dirais pas que c'est... Il y en a. Il y en a plein, et il y en a plein qui fonctionnent très très bien et qui apportent un cadre spirituel, qui sont dans le cadre de l'exercice libre de la religion, des parents qui choisissent ou pas de mettre leur enfant là. Et on se poserait peut-être, si on se pose la question, on se la pose pour toutes les religions. Moi, je dirais que ça fait partie du libre exercice des religions. La France est un pays laïque. Un pays laïque, c'est pas un pays sans religion. C'est un pays où chaque religion doit être libre de s'exercer. Donc, je crois que ce qui est important, c'est pas de faire fermer des établissements privés avec une confession, c'est de faire en sorte que dans ces établissements, il y ait l'enseignement du programme de l'éducation nationale pour tous les enfants et que l'enseignement religieux ou l'éducation religieuse soit fait dans un cadre qui est religieux et que tout le périscolaire, qui est aussi le bien-être de l'élève, l'éducation à son esprit critique, à son indépendance, à son épanouissement corporel, psychologique, puisse avoir lieu et que ces conditions aient lieu. Et par exemple, qu'il n'y ait pas d'embrigadement ou d'enfermement qui serait une atteinte à la liberté de conscience. Rappelons que dans un établissement, par exemple, catholique, l'enseignement du catéchisme doit être optionnel, c'est-à-dire que l'enfant peut choisir ou pas d'y aller. Donc, moi, j'ai plusieurs de mes filles qui sont allées dans des établissements catholiques et qui ont, à l'heure du catéchisme pour certains, elles allaient à l'heure d'histoire des religions. À la place, c'était une heure d'histoire de toutes les religions. Ils ont appris le Coran, etc.
Donc, ça doit rester un libre choix. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui dans des établissements qui sont inspectés. C'est ça, en fait. Et justement, dans les établissements, il y a un autre établissement qui a fait scandale. Alors, je ne crois pas sur les sujets de violence sexuelle, mais c'est Stanislas. Vous avez auditionné Caroline Pascal pendant la commission d'enquête, qui a été accusée d'avoir dissimulé l'homophobie à Stanislas. Et il y avait une question sur cette personne dans le chat. Qu'est-ce que vous avez appris de Caroline Pascal dans cette commission d'enquête? Est-ce qu'elle a une responsabilité quand même dans un certain nombre de dérives, en tout cas de non-dénonciation de dérives? Ce dossier est un dossier là que effectivement nous avons pris en main. Alors c'est pas des violences psychologiques, physiques ou sexuelles directes. En revanche, si l'on considère qu'il y a des atteintes racistes, comme il y a eu des témoignages dans ce rapport, puisqu'on a eu en fait nous tous les PV des auditions des élèves, donc on a pu tout lire, parce que personne n'a jamais accès à ça. Quand on voit effectivement des atteintes homophobes, on peut considérer, bien sûr, que c'est une violence. À un moment où on est adolescent, on construit sa personnalité, sa sexualité, toute caricature, atteinte, insulte est une forme de violence. Donc, moi, je considère que c'est une violence. L'atteinte à la liberté de conscience aussi. Et dans ce cadre-là, oui, il y a une inspection dans laquelle il y a des témoignages qui racontent des faits d'homophobie, de violence, surtout sur une personne, d'ailleurs, en particulier. Et le rapport et la lettre de transmission de ce rapport efface en fait quelque part ces éléments du rapport. Ça a été dénoncé par des inspectrices qui aujourd'hui sont à la retraite et qui mettent en cause la responsabilité de leur hiérarchie sans savoir exactement qui a enlevé le paragraphe sur l'homophobie et le racisme. Donc effectivement, mon co-rapporteur conclut que c'est Caroline Pascal. Moi, j'ai considéré qu'il fallait écrire à Elisabeth Borne, ce que nous avons fait tous les deux. Parce que je crois qu'elle est au cabinet d'Elisabeth Borne, cette personne. Elle n'est pas au cabinet, elle est directrice générale de l'enseignement scolaire. Aujourd'hui, c'est le chef de toute l'éducation nationale, donc c'est important. Elle a été mise en cause par des anciens collègues. Et donc, nous avons écrit à Elisabeth Borne qu'il était important qu'elle prenne l'ensemble des déclarations qui ont été faites à la fois par cette dame et à la fois par les inspectrices qui l'accusent, qu'elle regarde les faits et qu'au sein de l'éducation nationale, il faut prendre les mesures qui estimeront nécessaires. Moi, je ne suis pas sûre à 100% que c'est elle, donc moi, je fais attention aux accusations. On peut détruire la vie des gens. Voilà. Après, voilà. Elle vous a répondu, Elisabeth Borne, ou pas encore? Elle nous a répondu qu'elle avait bien reçu et qu'elle étudiait le dossier et que tout était fait. Bon, voilà, c'est une réponse un petit peu officielle. Oui, un peu lu et s'en tape un peu. Voilà. Mais voilà, donc moi je vous dirais en vrai, je ne sais pas, c'est ce qu'incriminent les autres. Ce qui est sûr factuel, c'est qu'il y a un paragraphe qui a été enlevé. Après, il y a une enquête interne à faire pour moi. Voilà. Il faut juste faire attention, c'est des noms qui sont jetés en pâture. Je pense qu'il y a des actes graves, effectivement, si c'est un paragraphe qui a été enlevé, mais on est dans un monde où tout va tellement vite. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, machin fait ça, c'est dégueulasse, les insultes. Moi, j'en reçois sur d'autres sujets actuels, des menaces, quelle honte. Mais les gens, ils n'ont jamais lu tout ce que nous, on a lu. Donc, il faut... Enfin, voilà, le conseil que je donnerais aussi avant d'insulter sur les réseaux sociaux. Sur ça, justement, il y a Graou qui demande, lors de votre enquête, elle et Monsieur Vanier, vous avez dû sentir une rage monter en vous. Comment rester objectif suite à des témoignages comme celle de l'histoire de Romain dont vous avez parlé? C'est vrai que comment on fait pour garder la tête froide, j'ai envie de dire, face à des témoignages aussi puissants et dramatiques? Encore une fois, moi, je n'ai lu que Le silence de Bétaram. Je n'ai pas eu accès comme vous à des témoignages et à des documents, et ça m'a soulevé le cœur à plusieurs reprises et m'a mis en colère. Comment vous avez fait pour rester calme et objectif dans cette commission d'enquête? D'abord, je ne suis pas toujours restée calme et j'ai plein de sujets qui m'inspirent de la colère, mais je veux changer les choses. Et donc, quand on veut agir et changer les choses, on est dans un système. C'est ce qui est intéressant aussi dans ce duo que je fais avec Paul Vanier, c'est qu'aujourd'hui, on doit aborder, comme je l'avais fait sur le statut de l'élu avec Sébastien Jumel, qui était un élu communiste, donc de l'opposition, de la majorité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement, un exécutif, on ne sait pas de quoi il sera fait demain, mais enfin, et aujourd'hui, si on veut les changer des choses, c'est de l'intérieur. On peut pas, donc il faut convaincre que nos recommandations peuvent être appliquées, qu'elles sont justifiées, qu'elles sont légitimes. Et donc, oui, il faut avoir la tête froide, parce que si plus personne ne nous écoute, si on crie, si on fait des cris de colère, comme on fait des victimes plaindre tellement longtemps et qu'elles n'ont pas été entendues,
bien, on voit bien que on n'arrive pas à changer les choses. C'est le mammouth de l'éducation nationale. Il y a des mesures qui sont extrêmement, ça plairait à Paul Vanier que je dise révolutionnaires, mais il y a des mesures qui sont très très fortes dans les recommandations qui vont demander un changement profond. Et il y a déjà des choses profondes qui changent. Et donc pour y arriver, il faut garder la tête froide. Je crois qu'on a fait tous les deux pendant toutes les auditions de la commission d'enquête, pendant le travail de présentation du rapport, parce qu'on doit garder de la crédibilité pour des gens qui, eux, n'ont pas côtoyé ces victimes, qui ne mesurent pas peut-être autant que nous l'émotion et la souffrance, et qui ont plein d'autres responsabilités aussi sur plein d'autres sujets. Il n'y a pas que ce sujet-là. Donc, se faire entendre, ça passe par un équilibre, j'entends ce que vous dites, entre l'indignation et l'action qui doit être mise en œuvre. Voilà. Et justement, sur l'action, on vous demande, sur vos 50 recommandations, combien doivent passer par des textes de loi, combien peuvent passer via des décrets, combien d'une autre manière, j'ai envie de dire. Concrètement, comment vous allez faire? On a commencé ce travail et puis on va le poursuivre à la rentrée parce qu'on va faire une petite pause vacances. On fait le travail avec les administrateurs. Donc, on a repéré sur toutes les recommandations lesquelles sont de l'ordre législatif. Je dirais, je sais pas, il y en a 30-40% qui sont de l'ordre législatif. Le reste, c'est du réglementaire ou du sociétal. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et vous avez eu des engagements ministériels quand même ou pas sur la reprise d'un On certain a nombre de eu, sujets? non, on ne peut pas dire aujourd'hui, mais on a eu l'engagement de bien regarder et nous, enfin moi, je ne vais pas lâcher ce sujet-là, je vais aller voir les différents ministres et j'ai d'ailleurs un rendez-vous là bientôt, donc je vais devoir vous laisser. Parce que voilà, la mise en œuvre, ça dépend aussi de notre pouvoir de conviction auprès de certains membres de l'exécutif. Et bah justement, pour conclure, là, on a environ 500 personnes qui nous regardent actuellement, Madame la députée. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces 500 personnes, des gens qui sont de droite, de gens qui sont de gauche, de tout horizon? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? D'abord que j'espère que le travail qu'on a mené avec Paul Vanier, sans sectarisme l'un par rapport à l'autre, et l'engagement que nous avons mené est à la hauteur de ce que les Français attendent d'une assemblée qui marche, une assemblée même avec toute sa diversité. Voilà, chaque député est légitime et le fait de travailler ensemble, j'espère que ça a un peu amélioré l'image, je vais dire, des politiciens. Et puis ce que j'ai envie de leur dire, c'est que soyez comme beaucoup de victimes courageux quand vous avez connaissance d'un délit, quand vous avez connaissance d'une souffrance. N'ayez pas peur de la dénoncer, même si il y a beaucoup de fatalisme sur la justice, l'éducation ou ailleurs. C'est par le courage de ces victimes, de ces lanceurs d'alerte que les choses bougent, même si c'est très difficile. Si vous découragez ou si nous, les responsables politiques, on décourage, après, ça veut dire qu'on laisse tout faire et c'est toujours les plus faibles qui trinquent. Voilà, donc signalez. Merci. J'en profite, il y a l'Insurgée qui est une streameuse, une journaliste qui est de la région lilloise, donc je suis obligé de poser la question. Bon, pour 2026, vous sentez prête ou pas encore? Ah, c'est à moi la question. Oui, c'est pour vous, pour oui, 2026. Je me sens prête parce que c'est un engagement de longue haleine. Ça fait déjà depuis 2018 que je m'occupe de ma ville. Mais voilà, je pense que les deux choses sont. Enfin, être maire, c'est être aussi intègre dans ses engagements, se consacrer à tous ceux qui sont dans la ville au-delà de leur appartenance politique. C'est le maire de tous. Hein. Voilà, donc oui, je me sens prête, je vais travailler, je vais essayer de convaincre avec mes idées. Et puis. Il y aura une boîte papillon à la mairie si vous êtes élu ou pas? Alors, c'est pour les enfants, les boîtes papillons, mais dans les écoles, bien sûr, dans les écoles publiques et privées, bien sûr, on a demandé à Madame Borne et on va avoir la satisfaction que l'agrément de l'éducation nationale au niveau national soit donné à l'association des boîtes papillons, ce qui était attendu depuis des années. Et on l'a obtenu, donc ils sont en train de l'avoir. Et ça va permettre que toutes les écoles publiques ou privées puissent l'avoir. Et donc ça, c'est très important. Et ça sera le cas à Lille, bien sûr, mais partout en France. J'en profite une toute dernière de Rail Local qui dit: mais madame, qu'est-ce que vous foutez à droite? Votre travail va à l'encontre de votre parti et bravo pour ce que vous faites sur la commission d'enquête. Je lui dis merci, je l'embrasse. Bon voilà, merci beaucoup Madame Spielwood d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le chat, vous avez le lien du rapport dans le chat et merci beaucoup d'avoir accepté. Et merci, j'ai jamais été heureusement victime de VSS, mais bravo pour le travail quand même avec Paul Vanier pour les victimes. Je pense que c'est important de mettre ça en lumière pour éviter qu'il y ait plus de drames qui arrivent. Donc voilà, par rapport à ça. Bon après-midi à vous. Au revoir.